Je me suis réinstallée à la Défense devant mon ordi et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Dans 6 mois, tu poses ta démission, tu pars en voyage à l'étranger toute seule. Pour moi, c'était vraiment un monde opposé à mon travail, à ce que j'ai étudié depuis autant d'années. C'est vraiment deux extrêmes, quoi. C'était marrant, en fait. Je crois que je m'étais prouvé que je pouvais y arriver. C'est bizarre, hein. Dès le lundi, on se demande comment on va faire pour tenir toute la journée. Chaque jour, en fait, est un combat. Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Tu connais ce moment où une histoire de reconversion te touche un peu plus que d'habitude. Quand quelqu'un raconte comment il a osé sauter le pas et que tu te dis « et pourquoi pas moi ?» Ce genre d'histoire, ce n'est jamais juste l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, ça réveille quelque chose en toi. Une envie que tu essaies de mettre de côté, mais qui revient encore et encore. Et si moi aussi, je pouvais le faire ? Alors, à notre première soirée immersive, j'ai vu ce qui se passe quand on écoute enfin cette petite voix. En quelques minutes de coaching, il y a eu des déclics de dingue. Certains ont trouvé une direction, d'autres ont compris ce qui les retenait depuis des années. Et je me suis dit, ce premier pas, tout le monde devrait pouvoir le vivre. Alors c'est pour ça que je te propose un coaching de 30 minutes gratuit avec l'un de nos coachs spécialisés en reconversion. Un vrai moment, rien que pour toi, pour faire le point, poser tes questions et repartir avec des pistes concrètes pour avancer. Si cette petite voix, et pourquoi pas moi, t'a déjà traversé l'esprit, alors cet échange peut vraiment être le début de ta nouvelle vie. Réserve ton coaching gratuit sur oserlareconversion.com/appel, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Stéphanie. Après avoir été maîtresse d'école pendant 20 ans, Stéphanie a tout plaqué pour devenir gérante de camping avec son conjoint. Stéphanie était maîtresse d'école pendant 20 ans pour les petites sections en maternelle. C'était sa passion. Elle aimait particulièrement les activités créatives avec les tout-petits, jusqu'à ce que les classes surchargées et le manque de moyens créent trop de frustration chez Stéphanie. Alors, c'était peut-être le moment pour réaliser son rêve depuis toujours, ouvrir un camping avec son conjoint. Stéphanie a tout plaqué pour racheter et gérer le camping au bol d'air, au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois avec son conjoint, tous les deux passionnés de camping. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans, j'ai 2 grands-enfants de 20 ans et 16 ans et j'habite dans le nord de la France. Je suis co-gérante avec mon mari d'un petit camping familial dans le poumon vert du nord de l'Avesnois. Alors, c'est où exactement dans le nord de la France ? Alors du coup, c'est la partie, on va dire, à l'est, près de la Belgique, près des Ardennes également. Et alors, tu as fait une reconversion totale parce que avant, pendant 20 ans, tu étais maîtresse d'école et tu viens de te reconvertir. Hein, c'est assez récent puisque ça date de septembre, donc c'est un grand saut que tu viens de faire. Déjà, comment tu te sens actuellement ? Je me sens plutôt bien, plutôt sereine, même si c'est vrai que c'est tout récent pour moi la reconversion, hein. J'ai quitté l'éducation nationale au 1er septembre 2025, donc il y a quelques mois, et je découvre petit à petit les joies de mon nouveau métier. Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé ? On va pas s'en cacher, il y a des petites surprises par rapport à mon ressenti et à ma façon d'être. Non, c'est exactement ce que j'attendais, donc pour le moment, je suis contente d'avoir changé de rail, on va dire. Du coup, donc t'es co-gérante avec ton mari et est-ce que lui aussi s'est reconverti ? Oui, c'est ça, une totale reconversion. Lui, avant, était chargé d'affaires dans les fermetures automatiques. Bon, alors tu nous raconteras après comment ça s'est fait. Alors d'abord, comment t'as eu envie de devenir maîtresse d'école ? Est-ce que c'était un rêve de petite fille ? Comme toutes les petites filles, je pense, enfin, comme beaucoup de petites filles, enfant, je rêvais d'être maîtresse d'école. Chemin faisant, je me suis un peu éloignée de ce parcours puisque j'ai d'abord entrepris des études de psychologie. J'ai fait 4 ans de psychologie.
et dans le chemin entrepris, on va dire des discordances, notamment avec mon maître de mémoire à l'époque, qui m'ont fait changer d'orientation. Et je me suis d'abord posé la question pour devenir psychologue scolaire. Et pour devenir psychologue scolaire, il fallait d'abord être professeur des écoles. Donc j'ai passé le concours et je suis devenue professeur des écoles. Et finalement, tu t'es arrêtée là? Et finalement, je me suis arrêtée là parce que j'ai vraiment pris goût et passion pour ce métier. Alors, qu'est-ce qui te plaisait? Le contact, bah, forcément avec les enfants, le fait de devoir évoluer, de les voir grandir. Lorsque je travaillais en maternelle, on va dire le partenariat et la coéducation avec les parents qui nous enrichit année après année. Et aussi de découvrir un potentiel que je ne connaissais pas en moi, qui était la créativité, parce que petit à petit, notamment à travers les arts plastiques ou alors la création littéraire, je me suis découvert une réelle passion de créer avec les enfants. Et c'est marrant, du coup, que tu sois pas reconvertie là-dedans. Oui, alors on en parlera peut-être après aussi, mais ici dans le camping, il y a vraiment on va dire la partie dont je m'occupe beaucoup au niveau de la création, c'est par exemple les réseaux sociaux du camping, et au niveau des enfants, ce que j'ai apporté dans le camping, c'est les activités. Je fais beaucoup d'activités, j'essaie de mettre en place de l'activité manuelle, nature, etc. pour continuer à avoir cette petite touche que j'aimais tant. Et alors, on a eu plusieurs témoignages de maîtresses d'école dans le podcast. Et on a eu beaucoup de témoignages dans le sens de, voilà, c'est un métier qui est passionnant, mais difficile, très dur. C'est dur de gérer des classes avec autant d'enfants. On n'est pas très bien payé. La galère des affectations aussi, de jamais trop savoir où on va enseigner. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Je pourrais rebondir sur chacun des points que tu as évoqués. On n'est pas trop payé, on n'est pas bien payé. Je suis pas sûre qu'en tant que gérante d'un petit camping, je serais mieux payée. On va dire que je vais me réaligner avec mes convictions. Après, oui, les classes chargées. Moi, j'ai attendu 15 ans pour avoir ma classe à moi. Ah oui, t'étais en remplacement avant? Remplacement, ou alors j'étais ce qu'on appelle gracieusement la décharge d'un autre enseignant qui travaillait à temps partiel. Et après, ce qui est coûteux aussi, ce qui était coûteux pour moi, c'est de pouvoir octroyer à chaque enfant le temps qui lui était nécessaire. Et c'est vrai que les classes très chargées ne permettent pas une pédagogie, on va dire, individuelle, comme beaucoup d'entre nous le souhaiteraient. Ouais. T'étais frustrée de ça? Très frustrée, très très frustrée. Et c'est vrai que comme pour beaucoup, quand on est maîtresse des écoles, c'est un métier passion, je pense. Et du coup, on y passe beaucoup de temps. Et il y a un moment, je pense qu'on y passe beaucoup trop de temps, qu'on s'y perd. Et on n'arrive plus à gérer en fait les émotions qui sont pas forcément faciles à gérer quand on se retrouve en difficulté par manque de temps, ou alors à cause de l'effectif de la classe, par exemple. Ouais. T'as eu des moments, toi, où t'as senti que t'allais péter un câble un peu, ou tu vois, Ouais, alors péter un câble, c'est peut-être un mot fort, mais tu sais, de sentir que t'étais proche de, voilà, que t'en pouvais plus parce que justement t'avais trop de frustration. Oui, c'est ce qui m'a amené à la reconversion. Hein. C'est vrai que quand j'ai échangé avec mes collègues que j'ai quittés avec beaucoup d'émotions, et puis certaines familles avec qui j'avais noué des liens très forts, quand je leur expliquais qu'il était venu vraiment le temps pour moi de changer, je leur disais aussi qu'il y a 20 ans, jamais j'aurais imaginé changer de métier un jour. Quoi. Enfin, pour moi, c'était le métier de ma vie, finalement, maîtresse d'école. Ça a été ce moment-là, les 2 dernières années, vraiment. On a eu la chance d'avoir un projet qui se dessine avec mon mari pour, on va dire, avoir un tremplin, mais ça faisait 2-3 ans que je me disais il va falloir que je change parce que je me perds trop, et à un moment je veux plus me reconnaître dans ce que je fais. Ouais. Dans quelles conditions t'aurais pu continuer à être maîtresse d'école? Je pense que j'aurais pu continuer, je vais pas dire avec le soutien de mes collègues, parce que j'avais vraiment une super collègue qui me soutenait très très fort. Les parents étaient formidables. Je pense que c'était les conditions générales, quoi. L'avancée, voir que les classes sont toujours autant surchargées, comme tout le monde le dit, parfois le manque de moyens, la prise en considération du handicap dans les classes aussi, parce que c'est vrai que parfois on a des petits loulous qui sont porteurs de handicap, et on n'a pas forcément les aides pour les accompagner au mieux, puisqu'on est formé de façon
on va dire générale. Je pense que si les conditions d'enseignement que j'avais il y a 20 ans étaient restées les mêmes, peut-être que j'aurais continué, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Moi, je pense après, à travers les médias et les on-dit, la considération du métier d'enseignant a évolué à mon goût de façon négative. On a un peu tous mis, enfin je dis encore mais on était un peu tous mis dans le même panier. Ah, ils sont toujours en arrêt. Ah, ils sont jamais contents. Ah, c'est quand même pas compliqué, les enfants. Moins de respect, moins de reconnaissance, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que tu t'es senti, t'as pu te sentir coupable d'arrêter parce que justement quand on a un métier passion comme ça, où on a envie d'aider les autres, en plus bah là ça va au-delà d'aider les autres parce que tu es en train d'éduquer des enfants presque. Tu t'es senti coupable de laisser tomber? Oh que oui. Ouais. Moi, ça m'a valu bien des larmes, hein. Vraiment l'année dernière, et là je suis encore émue, hein, de les laisser. En fait, j'avais l'impression de les laisser. Enfin, moi, j'ai été les 5 dernières années de ma carrière maîtresse de tout petit. Donc, ce que j'explique aux parents, c'est que ma classe, c'est la porte d'entrée à l'école. Et si on passe bien la porte, et après, tout se passera bien. Et c'était surtout les tout petits que j'ai quittés et qui, cette année, en petite section, se retrouvent avec une autre maîtresse qui n'est plus moi. J'avais l'impression vraiment de les abandonner. Et puis de laisser en plan, un projet qui n'a pas pu prendre fin à la fin de la petite section. On va dire, entre guillemets, que c'était devenu vital pour moi de changer, vraiment. T'as eu des signes annonciateurs un peu de presque burn-out ou... Ah oui, j'étais pas loin. L'année précédente, le médecin m'avait dit elle allait me mettre en arrêt, parce que c'est pas normal en fait de pleurer pour un oui ou pour un non. Et j'avais des troubles du sommeil etc. Ouais, puis à la maison c'était devenu compliqué, quoi. Peut-être un peu moins guillerette et je passais beaucoup trop de temps pour la classe. T'avais du mal à être concentrée, tout ça, Concentrée, je sais pas, hein, mais j'avais du mal à prêter attention. Peut-être je prêtais de moins en moins d'attention à mon entourage, par exemple. Les enfants m'ont fait remarquer que j'étais moins présente, que j'étais peut-être un peu plus renfermée au niveau social aussi. On a une autre invitée comme ça qui disait aussi qu'elle avait fait un burn-out et en fait ça s'était traduit de la même façon où elle avait envie de pleurer un peu pour rien tout le temps et qu'elle était devenue un peu agressive, c'est un mot fort, mais un peu sur les nerfs à la maison et qu'en fait elle s'énervait beaucoup plus vite qu'avant et moins enthousiaste et du coup elle mettait un peu une mauvaise énergie finalement dans sa vie de famille et à la maison. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. On s'énerve pour un rien et je me sentais beaucoup plus irritable. Je ne reconnaissais pas et ça me mettait encore plus en souffrance finalement. Déjà d'être en souffrance vis-à-vis de l'école, de ma classe, et puis arriver à la maison de pas savoir lâcher prise et de profiter vraiment des moments en famille ou avec les amis. Ça a été des signaux assez évocateurs voilà, il faut savoir s'arrêter avant un point de rupture, quoi, et de non-retour. Ouais. Comment t'as fait alors pour savoir ce que t'allais faire? De son côté, ton mari, il était aussi en burn-out? Mon mari, lui, les 2-3 dernières années, c'était aussi compliqué. Alors lui aussi, hein, ça faisait 20 ans qu'il était dans le métier, dans une petite boîte qui fonctionne bien, mais il s'y retrouvait plus non plus, finalement. Et depuis qu'on se connaît, ça va faire bientôt 15 ans qu'on se connaît, on a toujours eu le projet, nous, d'avoir une seconde vie professionnelle ensemble. Et on envisageait, quand les enfants étaient plus petits, de reprendre des gîtes ou des chambres d'hôtes. Bon, finalement, on n'est pas très loin. Et en même temps, finalement, c'était la décadence d'un point de vue professionnel sur notre profession d'avant. De l'autre côté, notre projet, lui, il était sur la phase ascendante et ça nous portait petit à petit. En fait, on se projetait dans l'autre vie et ça nous aidait à tenir. Mais on n'était pas encore dans le passage à l'acte. Mais le fait d'en parler, on se dit, ah bah oui, c'est vrai que on voyait on va dire la sortie de secours. Voilà.
échappatoire. Vous aviez quel âge quand vous avez sauté le pas? L'année dernière, donc 42 et Nicolas 51. Est-ce que pour toi, la quarantaine, ça a été une étape? Pour lui aussi, finalement, la cinquantaine, souvent, on sait que les décennies, c'est un petit peu... Bon, il y a la crise de la quarantaine déjà. Et puis, sinon, il y a un petit peu un côté introspectif, bilan. T'as ressenti ça, toi? Sur le coup, non. Mais c'est vrai que les années précédentes, je m'étais donné ce palier. C'est vers 40 ans qu'il faudra changer. Ce sera pas après. Après, il sera trop tard. Donc, on savait aussi qu'on avait... moi, de mon côté, je savais aussi... Si je voulais changer, c'était là. C'était pas dans 5-6 ans, il fallait sauter le pas. Nicolas, de son côté, dans la cinquantaine, il disait, si je le fais pas maintenant... c'est pareil, après, il sera trop tard. Dans la dynamique, après, passer 60 ans, changer complètement de vie, c'est un peu... pas insensé, mais ça paraît un peu plus difficile, quoi. Et alors, comment c'est devenu réalité? Parce que je pense que tout le monde a un petit peu des projets comme ça. Je sais que moi, quand j'étais avocate avec mes copains, copines, on se disait un jour, on ouvrira un bar. Enfin, t'as toujours un projet comme ça, un peu fou. Et puis, au fond de toi, tu sais que c'est presque une blague, tu vois. C'est ça. Est-ce que entre vous, c'était la même chose, un petit peu, c'était ce projet fou, un peu blague? Et comment c'est devenu vrai finalement? Alors, ça a toujours été ce projet un peu fou qui est au loin et qui nous fait rêver. Et comme j'ai expliqué, les 2 dernières années et la dernière année a été vraiment très, très éprouvante pour moi. Et Nicolas, il disait, c'est maintenant, va falloir y aller. Mais on le disait comme ça, oui, maintenant, c'est maintenant, va falloir y aller. Donc, c'est vrai qu'on se renseignait un peu, comment ça se passe pour acheter un camping, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis, il y a eu un déclic. On est parti en vacances avec un groupe d'amis, une grosse vingtaine en camping, en Dordogne. Donc, elle était 2024, août 2024. Et un soir, on s'est dit, on était tous ensemble et avec Nicolas, on s'est dit, là, maintenant, ça y est, on le sait, quoi. Ça va être cette année, c'est maintenant. Et on a un truc entre nous, quand on a des projets un peu fous, parce qu'il y en a eu d'autres, des projets sportifs, on dit, on top. Allez, on top. Ça sera en 2025 qu'on changera. Et on a topé. Et on est rentré de vacances. Et on a commencé à chercher des campings. Donc, c'était en septembre 2024. Et pourquoi plus camping que gîte alors? Alors, plus camping parce qu'on s'est dit que la pluralité des métiers dans un camping est bien plus importante que lorsqu'on a des gîtes. Ici au camping, on fait tout, hein. On fait des espaces verts, on fait l'intendance, on fait le ménage, on fait des activités, on fait à manger, on reçoit des gens. C'est plein de métiers en un métier qui s'appelle gérant de camping. Mais comme on n'est que 2 là sur la structure, on fait tout. Vous faites à manger aussi parce qu'il y a un petit restaurant? Un petit snack, hein. On fait pas de la grande cuisine, mais un petit snack, oui. Et quoi, vous aviez peur de vous ennuyer peut-être dans un gîte, d'être tout le temps dans ta maison et de faire le tour un peu? Ouais, c'est ça. Et puis après, nous, ce qu'on aime aussi, c'est que dans le camping, on reçoit, on va dire, beaucoup plus de personnes que dans 2, 3, 4, 5 chambres d'hôtes, quoi. Ici, nous, on a 120 emplacements. Après, comme dans beaucoup de campings du Nord, on a une partie où ce sont des résidents et donc on est amené à côtoyer vraiment beaucoup de personnes et ça nous plaît aussi. Le contact social, c'est très important. Et alors, est-ce que vous avez dû déménager en même temps? Oui. Alors ça a été aussi une problématique dans notre changement, c'est que on habitait le Nord, hein, on habitait la métropole lilloise dans un petit village et au début on a commencé nos recherches du côté de la Loire et de la Dordogne et moi ça m'a très vite angoissée, très vite angoissée parce que je me suis dit que si on partait là-bas on s'éloignait de nos amis et de la famille et c'était pas concevable. Donc après, on a restreint notre recherche à un rayon de 2 heures autour de chez nous. Et voilà, après les recherches, forcément, elles se sont... l'entonnoir des recherches s'est rétréci. Et parmi les propositions, on voulait plutôt un camping au vert plutôt qu'un camping au bord de la mer. Donc on s'est retrouvés ici dans la baignoire. Ça, je pense que c'est un beau conseil parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal déménagé et je trouve que c'est assez difficile de déménager parce que ça demande de l'énergie, de se reconstruire des habitudes, des repères, un entourage et changer de métier, c'est déjà ça en fait. C'est déjà changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc si en plus tu déménages, ça peut être compliqué de gérer les deux.
je trouve. Et vous, finalement, c'est pas mal d'avoir gardé votre lieu de vie. Comme ça, t'as ta famille, tes amis et t'as quand même des repères, quoi. Tu changes pas tout totalement, surtout que vous, c'était une double reconversion. Donc c'est un conseil que tu donnerais justement ça à d'autres personnes qui voudraient se reconvertir, de pas déménager en même temps? Ouais, ouais, ne pas tout changer en même temps. Ouais, je pense que c'est très coûteux de changer de métier. On change toutes les habitudes et c'est très très déstabilisant au début. Enfin, il y a une réelle adaptation. Et changer de milieu de vie, nous on a été forcés parce que forcément maintenant on habite sur le camping, mais s'éloigner le moins possible, on va dire, de sa vie d'avant, je pense que c'est bien. Même si là entre nous, c'est qu'on est quand même à 1h15 et 1h15, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup aussi, quoi. Moi, j'ai habité pendant 10 ans, mes voisins c'était mes parents. Donc là, mes voisins ce ne sont plus mes parents, donc on doit quand même se créer des nouveaux contacts ici. C'est une réelle adaptation, quoi. Autant au niveau personnel que professionnel. Oui, alors donc vous avez déménagé sur le camping. Et alors, petite question indiscrète, combien ça vaut un camping? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? Parce que j'en ai aucune idée. Ah alors un camping, les fourchettes, Il y a tous les prix. Ah mais il y a tous les prix, hein. Il y a les petits campings, tout petits campings, on va dire, 300 000, 400 000, 500 000. 400 000 et t'as ta maison qui est comprise dedans? Plus ou moins, hein. Il y a les campings où il y a ta maison, il y a les campings où il y a une caravane pour les propriétaires ou un chalet. Et il y a les campings où il y a la maison, et après on a des campings à des millions d'euros avec la méga piscine, les lodges, etc. Enfin, les campings, il y a de tout, quoi. Je pense que c'est comme tout, mais il y a vraiment, vraiment de tout. Ouais. Vous, c'est quel type de camping? Est-ce que vous avez pris un petit camping dans l'idée après de faire des travaux? Comment vous avez vu les choses? Ouais, c'est ça. Nous, on a pris un petit camping qui était en déperdition. On s'est lancé un challenge en plus, c'est de le réanimer. Bon, pour le moment, on est plutôt content de ce qui se passe, mais un petit camping familial avec peu de locatifs au vert, un peu camping traditionnel où les personnes arrivent avec leur caravane ou leur tente, ou leur camping-car pour se poser. On n'est pas un camping avec que du locatif et etc. quoi. C'est plutôt un camping à la traditionnelle, à l'ancienne. T'as pas beaucoup de mobil-home Alors en locatif, on n'a que 2 mobil-homes, mais cette année, on a cherché un peu à innover. On a installé une petite cabane toilée, ce qu'ils appellent une tente vélo pour les vélos touristes de passage. Et on a installé aussi une bulle pour l'insolite, parce que on est loin de la pollution lumineuse ici, et lorsque le ciel est dégagé, les étoiles, c'est juste magique. Donc on tente cette expérience et on verra. C'est le test de cette année, c'est tout nouveau là pour la nouvelle saison. Ah, trop bien. Et alors vous, est-ce que vous avez une maison? Oui, nous on a une maison sur le camping, oui. C'était vraiment la condition pour les enfants. Et alors vous avez fait beaucoup de recherches pour trouver ce camping? Oui, après on a été aidés, hein. Il y a des structures spécialisées, hein, des agents immobiliers d'hôtellerie de plein air ou d'hôtellerie tout court qui nous proposent des annonces et qui nous aident en fait dans nos recherches par rapport à nos critères. Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est tout un écosystème, quoi. Oh oui, c'est ça, ouais. Et alors, donc là, vous vous dites, vous topez, comme tu dis, et puis là, vous lancez dans les recherches, et bon, ça aurait pu quand même rester encore oui, on cherche, mais voilà, quoi, c'est pas réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un coup de cœur pour ce camping? Comment ça s'est passé un peu le cheminement? On a eu plusieurs propositions, plusieurs visites, et c'est vrai que celui-ci, il a attiré notre attention de par sa localisation. On est vraiment en pleine nature, on est vraiment un bon point de chute pour les passionnés de randonnée, de vélo, du terroir, de la gastronomie aussi. On n'est pas loin de Maroilles, sacré, le fromage, voilà, que tout le monde connaît. Et des musées, il y a beaucoup de musées dans le coin. Donc au niveau de la localisation, c'était vraiment un camping. On s'est dit ça peut être un réel tremplin au tourisme local. Donc, c'est vrai que il y avait beaucoup à faire, beaucoup de travaux. On aurait pu se dire non, pas lui parce qu'on n'y arrivera pas. Et voilà, on s'est lancé le challenge et maintenant on y est. Là, ça fait 6 mois qu'on a travaillé tout l'hiver pour redynamiser. Donc on a hâte de voir comment ça va fonctionner cette année. Donc vous avez ouvert quand? Vous avez vos premiers clients ou pas encore?
Oui, alors Nicolas, lui, il a arrêté son travail l'année dernière. Là, c'est demain, ça fera 1 an, le 1er avril. Félicitations. Ouais. Et lui, tout de suite, en fait, il a commencé la gérance de ce camping courant mai. D'accord. Donc il a fait la première saison estivale. Ouais. Alors que moi, j'étais encore dans la métropole lilloise et j'étais toujours maîtresse d'école. Et donc, je le rejoignais le week-end, voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Et je l'ai rejoint pendant l'été et j'ai vraiment commencé, moi, le travail au 1er septembre, une fois la rupture conventionnelle actée de mon côté, quoi. On a déjà eu des clients, voilà, on a déjà un peu touché au métier à la saison passée. Ouais. C'est ça que j'allais te demander. Comment vous avez fait un peu financièrement? Est-ce que vous avez dû emprunter? Est-ce que vous pouvez avoir 2 salaires tout de suite? Alors, pour acheter le camping, on a dû revendre la maison. Et ça aussi, ça a été très coûteux parce que c'était la maison de ma grand-mère dans laquelle on habitait. Donc, ça a été aussi un choix, voilà. Et on a dû faire un emprunt. Et donc là, pour le moment, comme on est en reconversion suite à des ruptures conventionnelles et le système d'émission reconversion pendant le privé, c'est un peu différent. Ouais, avec Transition Pro? Ouais, c'est ça. Donc, on peut prétendre à l'ARE, ce qui n'est pas négligeable parce que là, pour le moment, le camping n'est pas capable de supporter les charges de 2 salaires. Donc, vous avez tous les 2 le chômage? C'est ça, ouais. Donc ça, c'est top parce que du coup, ça vous donne 18 mois pour arriver à vous générer un revenu, quoi. C'est ça. Et on y travaille. On y travaille. Après, voilà, on sait pas, voilà, de quoi de la saison sera faite. Et après, on est prêt aussi, parce que notre camping est ouvert de avril à fin septembre, donc 6 mois. Après les 6 autres mois, voilà, si on est amené à prendre des petites missions d'intérim ou autre, on le fera pour pouvoir y arriver, quoi. On se met pas la pression d'avoir un salaire tout de suite au bout de 18 mois parce que ça paraît un peu ambitieux. Et pourquoi pas, on sait pas, tout dépendra de... C'est vrai que c'est toujours un peu difficile quand tu te reconvertis à 2 parce que ça rajoute un risque supplémentaire, en fait, de se reconvertir en même temps. Et justement, comment vos enfants l'ont pris quand vous leur avez annoncé? Comment ça s'est passé, l'annonce? On va dire plutôt bien. Surpris qu'on passe à l'acte. Mais après, c'est vrai qu'on discutait, on a discuté avec eux, depuis longtemps, de ce changement de vie. Ils ont quel âge? Nous, on est une famille recomposée, donc le garçon de Nicolas il va avoir 22 ans, si je ne me trompe pas. Le mien a 20 ans et ma fille a 16 ans. Donc, on leur a laissé le choix de rester sur la métropole pour les études. Enfin, il faut vraiment on leur a laissé le choix, quoi. On leur a pas imposé le changement de vie, donc ils restent à la fac et au lycée sur l'île et nous on les voit le week-end et pendant les vacances et ça se passe bien. Après, je pense qu'ils le montrent pas, mais ils sont un peu anxieux quand même sur les années à venir, à savoir est-ce que ça va marcher, parce qu'on passe d'un certain confort de vie on part de zéro, donc non, ils ont l'air plutôt contents pour nous d'être passés à l'acte et moi j'espère dans les années à venir fiers de nous. Va avoir des parents qui ont osé, quoi. Et alors, comment vous vous êtes sentis parce que donc là, vous quand vous avez topé à ce moment-là en Dordogne, après vous commencez vos recherches, comment vous vous êtes sentis au moment d'acheter votre camping, tu vois? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Lorsqu'on est passé à l'acte, il y a d'abord fallu vendre la maison pour pouvoir avoir un fonds pour acheter ensuite le camping et toute cette période-là qui a duré 6 mois, ça a été vraiment les ascenseurs émotionnels, passer de on est super content parce qu'on signe le compromis à finalement se dire est-ce qu'on a bien fait, est-ce que ça va aller, et ça a été au niveau des émotions, je pense, une période ultra intense, d'autant plus que moi à cette époque j'ai fait une demande de rupture conventionnelle, mais je savais pas si j'allais l'avoir parce que les résultats sont en juin dans l'éducation nationale, donc il y avait vraiment une période de doute entre l'euphorie de la nouvelle vie, l'angoisse de savoir si tout va se passer comme on s'y attend, quoi. C'était pas forcément évident. Ouais, en fait, ce qui est difficile, c'est que je trouve que quand t'es angoissée et que t'as peur, ce qui aide, c'est d'être dans l'action. Et là, en fait, t'avais une période d'attente parce que t'étais en train de vendre ta maison, t'étais en train d'acheter le camping, mais concrètement, t'étais pas en train de travailler sur le camping. Et ça, c'est dur, en fait, d'être dans cette attente. Ouais, c'est ça. Ça a été compliqué. Et après, ce qui a été compliqué aussi dans cette période, c'est d'annoncer à tout le monde ce projet.
Comment ils ont réagi? Ah bah, nos parents respectifs, ont eu très, très peur. On a senti, c'était, pour eux un projet fou. Nos amis aussi, je pense qu'ils nous ont pris pour des fous de se dire de: «Mais pourquoi vous lâchez tout comme ça, vos situations stables, votre maison pour vous catapulter là-bas où vous connaissez personne». Il a fallu rassurer tout le monde avant de se rassurer nous, je pense aussi. Et puis bon, après on a attendu, voilà. Après, finalement, c'était acté, hein, le camping, Nicolas l'a pris en main et puis, moi j'attendais la rupture conventionnelle ou pas et par chance je l'ai eu, mais bon, si je l'avais pas eu, il aurait fallu revoir les plans autrement et ça aurait pas été évident. Et est-ce que vous vous étiez renseigné auprès de d'autres gérants de camping pour savoir comment ça se passait, la réalité du métier, combien on peut espérer gagner? Depuis qu'on se connaît, on part en vacances en camping tous les ans. Donc, et petit à petit, on se renseignait de plus en plus auprès des gérants de camping, surtout dans les petits campings, à savoir comment ça se passait, l'organisation du quotidien, l'intendance. Après, voilà, de travailler en couple aussi, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, là, ceux chez qui on a topé là, en Dordogne, nous ont vraiment, vraiment bien, on va dire, accompagnés, dans leurs conseils. D'ailleurs, on les a revus là, pendant la fermeture pour faire un petit bilan avec eux et on a été aidés, hein, des pairs, on va dire, conseillés par d'autres. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui voudrait acheter un camping? Je dirais de bien se faire accompagner, notamment, il y a des structures, hein, il y a des formations pour, gérer son premier camping et Tu peux donner les noms peut-être? nous on a suivi la formation, Mon premier camping avec, un formateur qui s'appelait Nicolas et qui nous a donné toutes les billes, notamment pour, les éléments auxquels il fallait faire attention quand on achète un camping. Voilà, les chiffres à regarder par exemple, la localisation, ce qui est dans le compromis. Et après aussi, ce que je disais tout à l'heure, les agents immobiliers dans l'hôtellerie plein air, hein, il y en a plusieurs et ils sont souvent de bons conseils, quoi, dans leurs propositions. Après, il y a des petits groupes sur les réseaux sociaux, hein, propriétaires de campings privés, et cetera. C'est quand même une famille où on se conseille, on se donne des tuyaux. Après, voilà, faut les trouver et petit à petit, c'est quand même assez porteur, quoi. Et moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir échanger avec une maîtresse d'école qui habitait pas très loin de chez moi, qui, elle, l'année d'avant, a aussi repris un camping dans le centre de la France. Et je pense que j'ai dû la bassiner un petit peu au début parce que je lui posais vraiment plein de questions. Mais c'était rassurant aussi de se dire qu'il y en a d'autres qui l'avaient fait avant nous et que c'était possible. Que de se rapprocher de personnes qui ont vécu la même expérience, je pense que c'est enrichissant. Je mettrai tes réseaux sociaux en tout cas si les auditeurs veulent te contacter pour te poser des questions. Et alors vous espérez pouvoir en vivre au bout de combien de temps tous les deux? On s'est donné, une échéance de, on va dire, 5 ans. Ce serait bien, ce serait vraiment idéal. Après, faut voir, comment ça évolue. La chance qu'on a, c'est qu'on part d'un camping qui fonctionnait vraiment plus beaucoup, donc ça peut que se développer. On est bien accompagné par l'Office du tourisme qui nous porte bien dans nos projets. Et du coup, on essaie de travailler aussi en partenariat avec eux pour mettre en valeur la région et voilà, nous d'être finalement le petit pied-à-terre qui permet de découvrir le coin qui est pour moi pas encore assez connu, mais ne demande qu'à l'être. Et alors, c'est comment de travailler en couple? Nous, on a de la chance, on t'entend super bien. Comme je dis là, aux personnes qu'on revoit là, qui vont bientôt arriver, on ne s'est pas entretué pendant 6 mois, c'est que tout va bien. Parce que c'est vrai que quand on a fermé le camping fin septembre, après, il n'y a plus personne qui rentre. Et on se retrouve vraiment qu'à 2 là, au milieu de nos 3 hectares. Pas un peu de tout, mais on est très complémentaires au niveau de la gestion du camping. On a chacun nos spécialités, on va dire, et c'est ça qui fait notre force. Et après, chemin faisant, je pense que l'un apprendra à l'autre et vice versa pour les choses pour lesquelles on est moins à l'aise, quoi. Et alors, tu disais que vous en parliez depuis longtemps de ce projet. Est-ce que c'est comme vous l'aviez imaginé? Ouais, plutôt. C'est vrai que là, il y a encore pas longtemps, on se promène souvent dans le camping pour vérifier que tout va bien et puis on se regarde, on se dit on l'a fait, ça y est, et ça ressemble vraiment à ce qu'on avait imaginé. Alors c'est vrai qu'il y a des jours qui sont pas passés quand il arrive des contrariétés,
quelle qu'elle soit, quoi. Mais somme toute, on est vraiment content d'avoir sauté le pas, quoi. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est d'être ton propre boss, cette liberté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es épanouie et que tu l'étais pas avant? Ouais, c'est ça. C'est de ne plus avoir des contraintes qui me sont imposées. Je me les impose moi-même. Il y a des choses à faire, mais je sais que c'est pour que notre camping fonctionne et de me dire que si un jour je le sens pas, c'est pas grave, je reporte à demain. De toute façon, ce sera fait. Il y a toujours autre chose à faire et de plus me sentir oppressée. Moi, je me sentais oppressée. Là, je me sens plus oppressée. Je me sens respirer. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et de l'entendre dans la bouche de mes enfants aussi, qui sentent, alors ils sentent très bien qu'on est un peu stressé parce que là, c'est nos débuts, puis il faut faire ses preuves, c'est normal. Mais beaucoup moins irritable, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup moins irritable quand ils sont là maintenant, on profite ensemble. Et voilà, je pense qu'à leurs yeux, je suis moins contrariée, je redeviens peut-être plus agréable. Et du coup, Oui, t'es redevenue toi-même, quoi. ouais, c'est ça. Comment vous allez vous organiser? Donc là, vous êtes que tous les deux. Cet été, vous allez recruter un petit peu pour la haute saison? Cette année, on n'a pas pour ambition de recruter. Pour éviter mettre une charge salariale sur le bilan de l'automne. Après, on a organisé notre emploi du temps au vu de ce qui s'est passé l'été dernier pour optimiser les choses et ne pas, entre guillemets, avoir besoin de quelqu'un. Si vraiment, si vraiment ça se passera cet été. Hein. Si cet été on voit que à deux on s'en sort pas, oui, on fera un petit contrat jeune pour nous aider, mais pour le moment c'est pas prévu, non. Et alors tu disais que tu organisais des activités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Les activités, moi quand j'étais maîtresse d'école, j'ai mis un peu ce qu'on appelle l'école du dehors, donc on met mes élèves et voilà travailler dans la nature. Donc ici au camping, je propose des activités nature où on fait des choses avec les éléments, on va dire du camping, les fleurs, les verres, etc. Après beaucoup d'activités peinture, activités manuelles, la lecture aussi. J'ai gardé toute ma bibliothèque. J'ai revendu quelques livres, mais il y a des albums avec lesquels c'était difficile de se séparer. Donc je propose des temps de lecture. J'ai mis en place une bibliothèque pour les enfants. Il y a un espace de jeux de société. J'essaie aussi de créer des temps de création en famille. Là, cette année, on va essayer d'inclure les papas, par exemple, pour créer des nichoirs pour les oiseaux. Enfin, je trouve que à l'école, c'est important, en fait, le partenariat avec les familles de coéducation. Mais dans un camping, il y a beaucoup de campings où les parents, ils sont contents parce qu'il y a les animateurs. Et puis, c'est ça aussi les vacances. Hein, je vais pas dire le contraire, mais un camping dans lequel aussi parfois les parents participent et on fait des choses ensemble avec les enfants. Moi, je trouve ça super important. Et l'année dernière, petit à petit, moi, j'ai réussi à créer, à animer quelques petits événements comme ça où les mamans au début étaient un peu, on va dire, en retrait. Et petit à petit, elles se sont investies dans de petites activités manuelles. Pas rien de compliqué, mais... Ouais, c'est sympa. C'est chouette parce que souvent justement j'ai la question un peu de tu sais on se dit qu'on met un peu à la poubelle son ancien métier et puis qu'on repart à zéro et c'est chouette de voir que justement tu arrives à faire continuer à vivre ton ancien métier et puis de le réutiliser dans ta nouvelle vie et ça je trouve c'est super chouette. C'était important. Après le projet ce serait lorsque le camping est fermé, de pouvoir proposer des ateliers créatifs en fait hors saison pour les locaux ici, d'ouvrir les portes et faire des ateliers famille ou pas la couronne de Noël ou une décoration d'Halloween, enfin des choses comme ça et de garder ce côté-là que moi j'adorais en fait, la création et le partage, enfin les activités, j'adorais ça donc ne pas tout arrêter d'un coup, ne pas faire que le nettoyage des sanitaires quoi. Et alors justement, quels sont vos projets pour l'avenir dans vos rêves les plus fous? Comment vous voyez la suite pour votre camping? Eh bien, si on voit que l'insolite, là, ça fonctionne, proposer d'autres insolites dans le camping. Parce que nous, on trouve ça vraiment sympa. Puis vraiment développer cette partie accueil touristique, parce que c'était un camping résidentiel à la base et du coup,
voilà, il y a toujours la partie résident, mais vraiment de développer le camping pour les touristes. Ça veut dire quoi, camping résidentiel? Les résidents, ce sont les personnes qui ont un mobil-home à eux sur le camping. Ils nous louent une parcelle ou lorsque le camping est ouvert, voilà, ils sont là les week-ends quand ils travaillent pas, etc. Et voilà, c'est leur endroit à eux. Alors que de l'autre côté, c'est des gens qu'on croise une fois et qu'on verra peut-être plus jamais. Après, il y en a, bon, là, l'année dernière déjà, il y en a qui sont revenus entre deux parce que il y a eu des relations qui ont bien matché. Ah oui, la majorité, pour l'instant, c'est des gens qui ont leur propre mobil-home. Voilà. Quand on est arrivé l'année dernière, quand Nicolas a commencé en mai, c'était ça. Et chemin faisant, déjà l'été dernier, la partie, on va dire, des campeurs de passage s'est développée. On a eu de plus en plus, en tant que les réseaux sociaux, ça fonctionne quand même pas mal. Et les gens voulaient venir voir ce qui se passait par ici, quoi. Nous rencontrer, c'est qui cette maîtresse qui reprend un camping, quoi. C'est quand même un truc de fou. Oui, parce que tu es très active sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça t'est venu? Alors en fait, ça m'est venu parce que dans mon métier d'avant, j'avais une belle page Instagram de maîtresse où je mettais en avant toutes les activités faites avec les enfants, la pédagogie que je mettais en place, et ça m'a permis aussi de faire des rencontres merveilleuses avec des maîtresses vraiment top. C'est vrai que les réseaux sociaux, notamment Instagram, dans le monde des professeurs des écoles, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien parce que c'est une communauté, on partage beaucoup, on s'échange des choses et ça fonctionnait bien cette page, et elle fonctionne d'ailleurs toujours parce que je mets encore parfois en valeur des albums de littérature de jeunesse parce que j'adore ça, ou les activités que je fais dans le camping qui pourraient être réalisées aussi dans les classes, et parce que j'adore faire ça. Et je me suis dit, et on s'est dit avec Nicolas que le camping, fallait aussi le mettre en valeur parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut le faire rayonner. Et au début, voilà, c'était juste un peu montrer le camping. Et puis, je me suis rendu compte que c'était que comme ma page de maîtresse, dès qu'on met une photo, qu'on se met en photo nous deux, ou qu'on fait un petit truc rigolo, ou qu'on raconte une anecdote, ça plaît aux gens. Donc, c'est comme ça que la page Instagram du camping est née aussi. Donc, maintenant, je m'occupe des deux. Si l'autre est beaucoup moins active, alors il y a des fois des followers qui sont un peu tristes de me voir moins souvent du côté maîtresse, mais je m'efforce de faire les deux. Et alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Oui. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Un conseil qu'on t'aurait donné sur la reconversion ou autre, sur ta vie d'avant, ta vie de maintenant? Et un conseil que tu aurais envie de partager aux auditeurs? Ça serait de bien écouter et de prendre en considération la petite voix. On a toujours une petite voix qui nous dit de sauter le pas, de lâcher prise, d'y aller. Et souvent, on cherche à la faire taire, cette petite voix, parce qu'on a peur. Et quand, en fait, on lui donne plus d'importance et qu'on saute le pas, on se dit parfois, moi, c'est ce que je me suis dit, il aurait peut-être fallu le faire avant, mais maintenant, on y est. Et on regrette pas. Je pense vraiment que quand on est dans cette phase de dire il va y avoir reconversion professionnelle, c'est un besoin. Cette petite voix, je pense que c'est nécessaire de l'entendre et de lui laisser petit à petit de plus en plus de place. Si elle est là, c'est pas par hasard. Elle va pas s'arrêter de toute seule, en fait. C'est pas parce qu'on l'ignore qu'elle va se taire. Au bout d'un moment, elle va prendre de la place, et puis finalement, autant y aller assez vite, quoi. Parce qu'au plus on parle, je pense, et au plus, après, je sais pas, mais je pense au plus c'est difficile d'y aller. C'est déjà pas facile d'y aller, de se dire, bon, allez, on y va. Mais si on retarde, je pense que c'est ce moment-là, cette phase plus ou moins longue, c'est la moins facile. Et puis finalement, une fois que ça y est, c'est bon, c'est parti. C'est vrai que on voit souvent cette phrase sur Instagram, c'est que quand on sait qu'on est dans le mauvais train, que en fait le train il va pas à la bonne destination, il faut sauter le plus vite du train, parce que c'est comme ça qu'on arrivera le plus vite à la bonne destination, tu vois. Plus on attend, plus on s'éloigne en fait de la bonne destination. C'est ça. Et en fait, c'est un petit peu ça, quoi. C'est plus on attend, plus tu tardes finalement à arriver là où tu voudrais être, quoi. Maintenant, vous dites ça avec ton conjoint, que vous auriez dû passer le pas avant? Ouais, je pense que
Bon, on se dit pas qu'on aurait dû, mais je pense qu'on aurait pu. Maintenant, c'est fait, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'on aurait pu avant, mais après, non, ça aurait été trop tard. C'était maintenant. Un grand merci Stéphanie. Donc je mettrai tes réseaux pour les auditeurs. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi pour cet échange très riche. Ça fait du bien de parler de son expérience. Merci beaucoup. Oui, en général, c'est chouette parce qu'on est toujours en train de se dire j'ai encore tout ça à faire, regarder l'avenir, et en fait ça fait du bien de prendre un moment pour mesurer le chemin parcouru. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Merci encore. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube, et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.